Cette fois-ci, non plus d'alimentation, de nutrition, comme de sexualité, toutes ces choses qui sont ces domaines de prédilection, mais un sujet plus léger, mais combien important, qui est les abeilles. Les abeilles et le chirurgien. Il va nous parler de tout ce qui concerne, tout ce qui lui permet d'être en forme, et il va nous faire partager. Merci Mireille. Donc merci à Mireille Lachaud, qui est la présidente, vous le savez, de la Fédération gardoise de votre département de Famille de France. Je vous rappelle que Famille de France est un mouvement qui est 4 fois libre de toute attache politique, de toute attache syndicale, de toute attache confessionnelle, de toute attache idéologique, et on peut même ajouter géographique, puisque ceux qui appartiennent à la famille rurale sont dans un milieu rural, et nous sommes autant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et vous savez combien aujourd'hui les sujets familiaux sont des sujets qui sont importants. Je dirais à l'heure présente, il y a un véritable réveil. Un réveil des familles, et il n'était pas mauvais que les familles se réveillent sur les sujets qui les inquiètent, en particulier sur les enfants. Mais ce soir, notre sujet, c'est le titre de ce livre, Les abeilles et le chirurgien. Il faut que je vous dise comment j'ai été en contact pour la première fois de ma vie avec les abeilles. C'est assez étonnant. J'avais 25 ans, j'étais en coopération comme jeune chirurgien au Maroc, donc dans un grand service de Tanger. J'avais un patron qui avait mon âge d'aujourd'hui. Moi, j'étais tout jeune, et arrive un jeune qui avait mon âge et qui avait une fracture du tiers inférieur du fémur, une fracture ouverte, suppurée, donc avec du pus, on voyait l'os à travers la plaie. Et donc, il venait parce que tous les médecins qui étaient passés par là n'étaient pas parvenus à stopper cette infection. Et on sait qu'une infection sur les os, souvent, ça guérit très, très difficilement. Bref, je présente ce jeune au patron, et il me dit, demain, tu l'amputes. Il me semble l'entendre encore. C'est comme si on m'avait dit, t'amputes toi, quoi. Il est mon âge. Alors quand j'ai eu fini la visite, je suis allé le voir, je lui ai dit, foutez le camp, restez pas ici, parce que sinon, demain, je vous ampute. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il me dit, est-ce que je peux mettre dedans du miel? Il m'aurait dit, mettez du jus de banane, j'aurais dit, mettez du jus de banane. Je lui ai dit, mettez du miel, mais qu'est-ce que vous voulez, mais ne restez pas, sinon demain je vous coupe la jambe. Il est parti, 3 mois et demi plus tard, il revient, cicatrisé. Je lui ai dit, vous avez fait quoi? J'ai fait ce que vous m'avez dit. Et puis j'avais confirmé, mettez du miel, encore une fois, il m'aurait dit autre chose, j'aurais dit oui. Il m'a dit, il avait mis du miel et de la propolis, parce que le miel n'était pas si pur que ça. Je rappelle que la propolis, c'est ce que les abeilles mettent dans les ruches, qu'elles vont chercher sur les arbres, on appelle ça les larmes des arbres. Et ces larmes des arbres qu'elles mettent sur leurs petites pattes, elles vont les coller sur la paroi de la ruche. Et la ruche, elle est aussi stérile, même plus, qu'un bloc opératoire. Et si une souris s'aventure là, elle est piquée, décédée, enrobée de propolis, comme les pharaons l'étaient autrefois, et elle peut rester 10 ans, 20 ans, elle ne va pas pourrir en étant enrobée de propolis. C'est dire que la propolis, nous allons le voir avec les autres produits des abeilles, est un produit assez fantastique. En plus, ce que le malade m'avait dit, c'est que les abeilles étaét venues gentiment, à la fois chercher du sucre sur le miel qu'il avait mis dans sa plaie, mais aussi piquer. Piquer, ça veut dire quoi? Elles avaient fait de l'apipuncture. Nous allons voir que l'apipuncture a un avenir absolument fantastique dans des maladies neurologiques aujourd'hui, et un nouveau métier va se créer, je vous l'annonce, ça va s'appeler l'apithérapie. Et ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi, et s'il y a ce soir des apiculteurs, ils sont certainement très sensibles à cela, ça ne veut pas dire qu'ils auront tous envie de devenir des apithérapeutes, mais ils auront tous des produits pour notre santé. Alors, lorsque on m'a demandé d'écrire ce livre, parce qu'au départ, j'avais été invité à Api Mondial, c'était le congrès mondial des abeilles, qui avait lieu à Montpellier, il doit y avoir 4 ans, j'avais donné une conférence, il y avait un monde fou, il y avait des gens qui arrivaient du monde entier, j'avais été complètement étonné. Et donc, on m'avait dit, écrivez quelque chose sur les abeilles au service de la santé de l'homme.
C'était le titre du livre, et puis l'éditeur a trouvé que c'était un peu long. Alors je me suis dit, ben, il faut raccourcir le titre. Et puis je suis allé sur Internet, comme tout le monde fait aujourd'hui, sur Google, et puis j'ai vu qu'il y avait un livre d'un président de la République qui s'appelait François Mitterrand, et qui avait appelé son livre « Les abeilles et l'architecte ». Je me souvenais que ce livre avait fait du bruit, mais je savais aussi, j'y suis revenu, qu'il n'y avait pas une goutte de miel dedans. Il y avait de la politique, mais rien sur les abeilles. Et alors si vous allez sur Internet, vous pourrez le voir comme moi, vous verrez que Bernard Pivot l'invite à sa conférence, à son émission Apostrophe, et lui dit, mais monsieur Mitterrand, pourquoi vous avez appelé votre livre L'abeille et l'architecte? Il n'y a rien sur les abeilles. Il répond, Roger Garotti, vous savez, qui était un membre du Parti communiste français, il lui dit, voilà, j'ai un livre qui est tout prêt, quand même une petite bombe politique, je cherche un titre choc. Roger, tu n'as pas une idée à me donner? Mais si, bien sûr, tu as qu'à mettre L'abeille et l'architecte. Mais c'est génial, mais d'où tu sors ça? Mais c'est Karl Marx. Comment Karl Marx? Mais enfin, tu sais pas ça, François? Karl Marx a écrit un livre, une petite revue, L'abeille et l'architecte, sur justement la société des abeilles. Et Karl Marx, qui était plus que marxiste, si on peut dire, il n'aimait pas trop cette société parce qu'il y avait une reine. Et que la reine, elle régnait sur toutes les autres. Et un des éléments très amusants de l'abeille, c'est que quand l'abeille est fécondée par les mâles, il meurt sur place. Il la féconde en vol, imaginez messieurs, en vol. Et ils sont morts aussitôt. Vous vous rendez compte le nombre de morts que ça ferait si chaque fois que, bon, je ne vais pas insister. Mais l'abeille d'aujourd'hui est devenue la sentinelle de l'environnement. Souvenez-vous qu'on n'est pas très loin d'Alès, des mines d'Alès, de la Grande Combe. Dans ces mines, demandez aux grands-parents, la sentinelle de l'environnement, c'était le canari. On mettait un canari dans une petite cage, et au fond des mines, quand le canari commençait à plier la tête, on disait aux mineurs, dégagez et remontez vite. Et aujourd'hui, c'est plus le canari, c'est l'abeille. Et ce qui est inquiétant, c'est que nous en avons de moins en moins d'abeilles. Qu'il y a une agriculture productiviste avec des produits comme le Roundup et tous les autres dont vous entendez parler dans la presse régulièrement, qui sont d'authentiques toxiques de l'environnement sous le prétexte qu'ils nous permettent d'avoir, soi-disant, des pommes, des poires, et des fruits et des légumes et de tout ce que vous voudrez, qui seraient, soi-disant, meilleurs pour notre santé, et qu'on ne pourrait pas nourrir notre planète que sans ces produits, ce qui est totalement faux, sauf pour Monsanto. Ça résonne. Monsanto. Et Monsanto, nous le savons tous maintenant, Monsanto, c'est l'aspartame, la sucrète, c'est une authentique saloperie, alors que le miel ne l'est pas. Et Monsanto est un destructeur d'humanité, un destructeur, je dis bien d'humanité, avec tous les produits qu'il fabrique dans le cadre de l'agriculture productiviste et que nous voyons aussi avec les abeilles. Et souvenez-vous que Albert Einstein avait dit, quand les abeilles disparaîtront, il restera à l'humanité 4 ans de vie. C'est excessif. D'abord, pour moi, elles ne disparaîtront jamais parce qu'elles sont on est en train de prendre conscience du problème, et à partir du moment où on prend conscience, ça repart. Et je vois des apiculteurs qui sont de véritables philosophes de la nature, des philosophes de l'agriculture, et il m'arrive de donner des conférences assez souvent sur la thématique, ça sera demain à Strasbourg, l'agriculteur, premier acteur de santé. Alors on me dit, mais le premier acteur de santé, docteur, c'est vous? Mais pas du tout. Le premier acteur de santé, c'est l'agriculteur, parce que c'est lui qui nous donne les produits de qualité. Et nous allons le voir avec les abeilles, tous les produits qu'elles sont capables de nous apporter. Les abeilles, elles sont arrivées sur la Terre des millions d'années avant nous. Des millions d'années avant nous. Et si vous êtes allé au Mexique, par exemple, que vous voyez les pyramides du Mexique, on ne peut pas dire que les Mexicains étaient en rapport avec les Égyptiens, ou du moins on n'a pas de relation précise sur le plan de l'histoire. Mais par contre, les pyramides du Mexique, si vous regardez les ruches des abeilles du Mexique, qui ne piquent pas, qui n'ont pas d'appareil pour piquer, il semblerait qu'elles les tuent et qu'elles ne l'ont plus, eh bien, c'est exactement, elles construisent des ruches exactement comme les pyramides du Mexique. Donc ça veut dire que l'époque, les Mayas et autres ont pompé, ont copié, ont fait une copie de ce qu'ils voyaient dans leur propre nature. Alors, donc, cette agriculture irraisonnée, déraisonnable et suicidaire est une agriculture qui est extrêmement dangereuse, d'autant plus que les produits que les abeilles vont nous fournir, nous allons voir le miel, nous allons voir la propolis, nous allons voir les pollens, nous allons voir également la gelée royale,
nous allons voir les venins, nous allons voir tout cela. Et vous voyez cette petite insecte, après tout, dont souvent nous avons peur. Eh bien, non. Sachez qu'une abeille, elle vous entend quand vous lui parlez. Non pas qu'elle puisse décoder, mais elle décode votre peur. Et elle décodera autant votre sympathie pour elle et ne viendra pas se précipiter pour vous piquer. On le sait depuis les Égyptiens, les Assyriens, les Chinois, les Grecs, les Romains. Pline l'Ancien en parle déjà 23 à 79 avant Jésus-Christ. Et je l'ai dit récemment à mon frère qui opère beaucoup les varices. Je lui ai dit, tu sais, tu pourrais diminuer les opérations en demandant aux femmes de passer du miel sur leurs varices, ce qui permet de faire des massages et qui permet la circulation du sang. Alors on se dit, mais c'est quand même dommage de mettre du miel sur mes guiboles, alors que, après tout, c'est bon à consommer. Alors ce miel, 1 gramme de miel, c'est une visite de 7500 fleurs. 7500 fleurs pour faire 1 gramme de miel, et elles vont faire 200 à 300 fleurs à l'heure. Et vous savez qu'il y a eu 2 prix Nobel conjoints qui ont été donnés dans les années 60 à peu près, peut-être 60-62. L'un, un professeur d'Autriche, professeur Fritz, qui était arrivé à concevoir comment elles fonctionnaient en fonction des rayons du soleil, en fonction de la position de la ruche, etc., qui était arrivé à concevoir leur véritable communication, qui est une communication absolument passionnante à étudier et qui a été découverte et qui a valu un prix Nobel. Donc le miel, on le trouve comme antiseptique. La preuve, ce malade dont je vous parlais, antiseptique, antibiotique, cicatrisant. J'ai l'un de mes collègues qui était de Limoges, malheureusement, que nous avons perdu parce qu'il fumait un peu trop. Eh bien, ce chirurgien-là, le professeur Descotes, avait mis au point des pansements de miel pour cicatriser. Et actuellement, j'arrive à convaincre mes infirmières, mais il a fallu que je leur offre le bouquin, parce qu'avant, ce n'était pas scientifique pour elles. Monsieur, on va mettre du miel. On a des produits qui permettent de cicatriser. Ok, mesdemoiselles, combien vaut ce produit pour cicatriser vos plaies? 350 € remboursés par la Sécu. Un pot de miel, non remboursé par la Sécu, 30 €. Et si vous marchandez avec l'apiculteur, on est à 25. Bon, quand même. 30 €. À 30 €. 2 fûts, 3 fûts, 4 fûts, 10 fûts, il n'y a pas de problème. Oui, mais attendez. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. En bio, on fonctionne en bio, il n'y a pas de problème. À 30 €, c'est comme vous voulez. Hein. Laissez-moi finir. Non, mais c'est comme vous voulez. Mais c'est bien ce que je veux dire, c'est 30 € par rapport à 350. Et je dois voir prochainement Madame Marisol Touraine, qui est ministre de la Santé. Je vais lui proposer des économies de la santé. Je lui ai fait un petit rapport là-dessus. Économie de la santé, création d'emplois. Croyez-moi, elle va tendre l'oreille. Ils n'ont plus un radis. Donc si on leur fait baisser les fuites de 14 milliards d'euros, ne serait-ce que pour le traitement du cancer, avec toutes les plaies et les pansements que ça représente, c'est vous dire si ça va les intéresser. Antiseptique, cicatrisant, antibiotique, antioxydant. Antioxydant, ça veut dire anti-vieillissement, anti-inflammatoire et antiviral. Donc des économies absolument certaines dans le cadre de la santé. Qu'est-ce qu'il y a dans le miel? Il n'y a pas que du sucre. D'abord, il y a le meilleur sucre de tous les sucres que vous trouvez dans les fruits, qui s'appelle le fructose. Quand le gosse me dit fructose, je lui donne 10 sur 10. Ce n'est pas le bon mot, mais c'est bien, je dirais mieux de dire fruit, parce que fruit biose, le sucre des fruits. Et ce sucre, quand vous mangez un fruit frais, je n'ai pas dit en compote. Les fruits en compote, ça je le prescris la veille du départ dans l'au-delà, hein, la compote. La veille, je répète, du départ dans l'au-delà. Hein. Par contre, un fruit frais que vous allez mastiquer, avec le fructose dedans, 60% de sucre fructose dans le miel d'acacia ou dans le miel de châtaignier, le diabétique, dites-le à votre toubib, peut prendre du miel. Et vous avez des toubibs qui refusent de donner du miel, par contre, on vous donne du lactose, des produits laitiers, et on est en plein lactolisme aujourd'hui. Hein, il y a eu l'alcoolisme, maintenant on est dans le lactolisme. Et alors après, on se demande qu'est-ce qu'on fait du sucre. Eh bien, avec le sucre en trop, nous faisons du gras. Exactement comme les oies. Je ne sais pas si vous avez vu une oie avant de lui prendre son foie, elle est subclaquante. Et quand on est très fatigué, très souvent, on a trop de sucre dans le foie que l'on transforme en gras. Car notre capacité de réserve de sucre sous forme de glycogène dans le foie n'excède pas 2 jours et demi. Au bout de 2 jours et demi de stockage de sucre dans votre foie, vous transformez le sucre en gras. Et le gras ne redevient plus du sucre.
Ce n'est plus possible. Le sucre peut devenir du gras, mais pas le gras devenir du sucre. Donc, il va falloir qu'il fonde progressivement. Ça fatigue, évidemment. D'autant plus que l'index glycémique du pain blanc est à 100. Du sucre saint-Louis est à 100, ça veut dire augmentation du taux du sucre dans le sang après la consommation de sucre saint-Louis ou de pain blanc qui est la même. Index glycémique 100, miel 87, plus bas, nettement plus bas. Donc le diabétique peut en boire. Je n'ai pas dit qu'il le prendra à la louche. Hein. Même celui qui n'est pas diabétique ne prend pas le miel à la louche. Mais il y a en plus, dans le sucre, dans le miel, pardon, il y a ensuite du potassium, c'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur. Quand quelqu'un vous dit j'ai une hypokaliémie, il faut lui dire petite banane et du miel. Du fer, 0,5 mg. Du calcium, du magnésium, du phosphore. Tout ça est présent dans le miel. Ce sont des oligo-éléments que les abeilles nous offrent. C'est un cadeau de la nature. Et n'oubliez pas qu'en 1953, il y a un monsieur qui est monté à l'Everest. Sa seule énergie, c'était, en plus de ses jambes, du miel. C'était Sir Hillary, Edmund Hillary, qui était lui-même apiculteur, qui était de Nouvelle-Zélande. Il a été le premier à monter à 8846 mètres avec du miel. En plus, vous avez des oligo-éléments, le cuivre, le manganèse, le zinc, nécessaires à la cicatrisation. Le soufre également, pas en grande quantité, mais utile pour la respiration. Et puis des vitamines. Alors là, vous pouvez mettre toutes les vitamines du groupe B, sauf la B12. Mais vous avez la B1, la B2, la B3, la B6, la BP et la B9. Et la B9, c'est l'acide folique. C'est cette vitamine qui est dans les produits verts et dont la maman a besoin, ainsi que le papa, quand ils vont concevoir un enfant. Quand vous voulez concevoir un enfant, aujourd'hui, une femme ne devrait plus tomber enceinte. Elle devrait être enceinte quand elle le désire. Vous avez encore des femmes qui tombent enceintes. Ça fait quand même drôle comme expression. Eh bien, une femme qui décide d'avoir un enfant avec son mari, il faut leur donner du miel parce qu'il y a de la vitamine B9. Et cette vitamine B9, c'est aussi celle qui est présente dans tous les fruits, les légumes, surtout à feuilles vertes. Il y a également la vitamine K pour la coagulation du sang. C'est pour ça que sur une plaie qui saigne, eh bien, vous mettez un peu de miel et de propolis. Vous allez aider, on va le voir, à la cicatrisation et à la coagulation. Il y a les flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est ceux qu'on trouve sous forme de polyphénol dans le vin rouge. C'est pour ça que tout à l'heure à table, nous avons pris plutôt du rouge que du blanc, malgré un excellent poisson. Et le rouge, polyphénol, antioxydant. Un ballon, pas un litron, n'est-ce pas? Un ballon. Bon. Alors, ces flavonoïdes, vous en avez deux qui sont intéressants. L'un qui s'appelle la terpine, qui a une fonction respiratoire, aider à la respiration. C'est un peu ce que l'on trouve, si vous voulez, quand vous êtes dans la forêt. Vous avez remarqué, quand vous êtes dans une forêt, eh bien, entouré d'odeurs particulières qui aident à la respiration. Les bronchopneumatiques respirent mieux en forêt que ceux qui seront en ville au contact de la pollution. Puis vous avez la terpine. Pardon, vous avez l'autre qui est l'inhibine. L'inhibine, elle inhibe. C'est une forme antibiotique qui, avec la terpine, est un mucofluidifiant respiratoire, donc extrêmement utile, et 1 à 2 cuillerées à soupe de miel naturel non chauffé, comme me l'a dit mon épouse, c'est tout à fait juste. Donc, le miel est indiqué en ORL pour les asthénies, la convalescence et les anémies. Le miel est utilisé et doit être utilisé dans le lait des nourrissons quand la maman ne nourrit pas l'enfant parce qu'il est naturellement sucré, mais la maman peut prendre du miel pour avoir un lait de qualité, bien évidemment. Pas de sucre raffiné, alors les personnes âgées, idéal pour les personnes âgées, 50 grammes par jour. Des études ont montré une diminution de la mortalité coronarienne, un meilleur sommeil. Je vais vous donner un exemple. L'été dernier, nous étions en vacances. Et en vacances, il y avait les enfants, il y avait les petits-enfants. Et la dernière petite Élise, qui a 6 mois, tous les matins, c'était la même chanson. Est-ce qu'elle a fait sa nuit ou pas? Ça veut dire qu'elle n'a pas fait sa nuit. Est-ce qu'Élise a fait sa nuit? Bon, merdez pas. Élise n'a pas fait sa nuit. Ça veut dire que son père n'a pas dormi, sa mère n'a pas dormi, grand-père n'a pas... Personne n'a dormi. Bon. Alors j'ai pris les choses en main. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la petite Élise de 6 mois et je lui ai raconté une petite histoire avec une cuillerée à café de miel. Je lui ai dit que moi j'allais bien dormir avec la cuillère à café de miel. Je lui ai expliqué tout ça, elle me regardait avec
et puis j'ai pris la cuillère à café, je l'ai bien prise sur les lèvres pour lui montrer, puis j'ai vu qu'elle commençait à bouger les lèvres, elle commençait à imiter le grand-père. Et puis ensuite j'ai pris une cuillère à moka et je lui ai fait prendre la cuillère à moka avec une bonne psychothérapie en lui expliquant tu vas faire dodo, tout le monde va être content, ça va être au bonheur et la joie. Le lendemain, Élise a fait sa nuit. Bon, ça veut bien dire que le miel peut être utile plutôt que d'aller donner du Theralène. Souvenez-vous, on donnait du Theralène aux gosses. C'est un scandale. Alors que des produits aussi naturels sont indispensables dans ces indications. Quand vous avez un Helicobacter pylori, beaucoup de gens sont stressés aujourd'hui. Hein? Vous avez vu, le président de la République il dit un truc, le lendemain il dit l'inverse. Ça vous angoisse, quoi. Vous ne comprenez plus. Donc, à ce moment-là, ça vous fait venir un Helicobacter pylori dans l'estomac. Et alors la seule façon, eh bien, avec le miel, ça va vous calmer. Donc on va en faire envoyer 10 kilos à l'Élysée prochainement. Donc, ce miel, il va lutter contre cet Helicobacter par l'intermédiaire, en particulier de la vitamine C. Et cette vitamine C, elle est non seulement dans le miel, mais dans les fruits que vous allez mastiquer. Pas les fruits dans un yaourt. Vous savez que le yaya, je le prescris aussi la veille du départ dans l'au-delà. Hein. La veille. Normal que vous ayez un petit sucre avant de partir. Bon. Crampes musculaires. Excellent contre les crampes musculaires. Alors, récemment, une dame qui me dit, docteur, quand j'urine, ça me brûle. Madame, deux choses. Un, vous ne buvez pas assez. Deux, il faut prendre un verre de bon vin à la fin du repas. J'aime pas le vin, je suis allergique. Et votre mari, il se régale. Vous avez qu'à partager et prendre du miel parce que vous avez un produit qu'on appelle l'arbutine qui a été isolé dans le miel, qui va être éliminé par les urines et qui a un effet antiseptique urinaire. On va le voir également pour la toux. Vous savez, les toux spasmodiques, des gens qui toussent sans arrêt. Alors, non seulement on va voir qu'il y a le miel, mais il y a également, je dois en avoir dans la poche, si mon épouse m'en a mis, oui, il y a, on va le voir, la propolis, qui est utile pour réduire les inflammations de la gorge, les inflammations laryngées, etc. Ne pas chauffer le miel, parce qu'en le chauffant, on détruit les enzymes, on perd beaucoup de ses facultés et on peut voir apparaître un produit qui est un produit toxique dont nous reparlerons tout à l'heure et qui est évidemment un produit dangereux. Mais dans les sinusites chroniques par exemple, je voyais une dame qui avait une sinusite chronique, qui allait régulièrement se faire des lavages des sinus chez l'ORL tous les 2-3 mois et en particulier l'hiver. Je lui ai dit, mais madame, c'est pas ça qu'il faut faire. Tout simplement, vous allez pouvoir, dans les sinusites chroniques, bien mettre quelques gouttes de propolis, parce que c'est des gouttes de propolis que vous allez mettre gentiment dans le nez de chaque côté, ça remontera dans vos sinus, ça en aura un effet anti-inflammatoire, et je vous dis qu'en 15 jours, vous allez régler le problème. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire une consultation d'ORL pour ça. Vous êtes parfaitement capable de vous soigner. Ça veut dire que, vous voyez, j'ai une prochaine émission de nouveau sur Antenne 2 avec Sophie Davant, où je vais essayer d'orienter les choses. Parce que ces choses-là, pourquoi on ne les passe pas à 20h30 à la place de Darty dont on n'a rien à foutre, hein? Pourquoi on ne fait pas passer des messages de bonne santé que les gens écouteraient après les nouvelles de 20h, 20h30? Je pense que les gens capteraient très fort. Vous voyez. Et mon idée, c'est de mettre en place un système avec des élèves du Mine Marceau. Vous vous souvenez du Mine Marceau? Le Mine Marceau, il était génial, il ne parlait pas, avec des gestes, avec ses yeux, avec sa bouche, vous compreniez tout ce qu'il disait. Eh bien, il faut prendre un élève, j'ai déjà testé une jeune femme, élève du Mine Marceau, vous lui donnez un petit sujet, elle vous traite ça en 45 secondes, c'est formidable, et elle n'a pas dit un mot. Eh bien voilà, des tas de choses qu'on pourrait faire passer, je l'ai proposé à la 1, à la 2, à la 6, ils sont hermétiques, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à se faire entendre, il faut être persévérant. Alors, le miel, donc, il est plus efficace que tous les sirops contre la toux. Allez voir en pharmacie ce que ça coûte. L'autre jour, j'étais, vous le savez, certains d'entre vous étaient là à Saint-Privat-les-Vieux. Et à Saint-Privat-les-Vieux, la première personne qui est sortie était au premier rang, c'était la pharmacienne. Et alors le maire m'a dit, vous avez tout cassé la baraque. Je lui ai dit, non, madame, vous n'avez qu'à avoir des produits de qualité dans votre pharmacie. Alors, vous savez ce qu'elle a répondu? Les produits que vous proposez, ils sont chers. Ce qui n'est pas vrai, si vous calculez à la quantité de centimes par jour, c'est ça qu'il faut voir pour la... Combien de centimes ça va me coûter par jour? Alors, elle a répondu, oui, mais les autres, ils sont remboursés par la Sécu. Mais qui paye la Sécu?
qui paye la sécu? C'est nous tous qui payons la sécu. Comprenez? Donc là, le discours, il n'était pas hyper juste. Donc, n'oubliez pas, le miel en chirurgie, dites-le à vos infirmières, dites-leur que vous préférez du miel sur les plaies pour cicatriser, avec, on va le voir, évidemment, la propolis, et puis massage au miel dont je parlais. Vous avez mal au dos, un petit massage sur le dos avec du miel gentiment, et puis ensuite vous pouvez manger votre conjoint, hein, il sera un peu plus sucré. Donc, alors, vous avez des tas de miel, d'acacia, de garrigue, de thym, de romarin. Mon prochain livre va s'appeler Le thym et le chirurgien. Hein, c'est en train de préparer, parce que là aussi, création d'emploi. Figurez-vous que les cueilleurs de thym, ça y est, ça repart. Ça repart. Et il faut savoir que bien avant Grasse, qui est actuellement la grande ville des parfums et des arômes, eh bien la capitale des arômes pour l'Europe entière, je ne le savais pas, c'était Montpellier. Et puis Nîmes, et puis Beaucaire. Et il y avait une foire de Beaucaire, je vais aller voir le maire de Beaucaire prochainement, on va aller faire une conférence à Beaucaire pour essayer de ressusciter des choses comme ça, dans le but de créer des emplois. J'ai vu récemment des jeunes qui se lancent là-dedans, qui sont très écolos, et qui disent on peut arriver à vivre, ils ne vont pas gagner des 100 et des 1000, mais on peut arriver à vivre avec ces métiers qu'il faut valoriser, je crois que c'est très important. Alors, on m'a demandé aussi une conférence sur le miel de Manuka, ça m'énerve un peu parce que j'ai rien contre le miel de Manuka, mais c'est de la pub pour du miel de Nouvelle-Zélande. Mais vous avez du miel du Gard, ça sonne autant que Manuka. Bon, donc quand à la télé avec Sophie Davant, elle va me gonfler la tête à le miel de Manuka, j'en parlerai 1 minute et je parlerai 10 minutes du miel du Languedoc-Roussillon et de Provence-Côte d'Azur. Voilà, alors, dans le cadre des produits toxiques, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'HMF. Et ça, les apiculteurs le connaissent, les apiculteurs un petit peu scientifiques, parce que cet HMF s'appelle l'hydroxyméthyle furfural, que l'on a, c'est un produit toxique dans le miel, quand il a été chauffé. Et normalement, il doit y avoir des quantités infimes. Et quand il y a des quantités trop importantes, c'est que ce miel a été chauffé, et on sait exactement la quantité que l'on peut obtenir en fonction de la température. Donc il y a aussi les dates limites d'utilisation optimale, car à la lumière, il peut y avoir oxydation, donc il faut le mettre pas très loin de soi, et un miel ne doit pas être conservé plus de 2 ans. Il faut qu'il soit, mais normalement, quand vous avez du miel, vous le consommez, évidemment, pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent. Alors, il y a eu une étude très intéressante sur le miel pour la toux nocturne de l'enfant. Eh bien, une étude randomisée, vous voyez, avec un premier groupe, c'était des gosses qui recevaient du miel d'eucalyptus, un deuxième groupe du miel d'oranger, un troisième groupe qui était du miel de plantes labiées, thym et romarin, et un quatrième groupe avec un placebo. Placebo, ça veut dire qu'on leur donnait un truc et qui n'est pas du miel. Bon. Et on a suivi le nombre de fois où le gosse toussait. Eh bien, on a eu, c'est en août 2012, donc c'est récent qu'on a eu cette étude, et il n'y a absolument aucun doute, amélioration de la sévérité des symptômes, avec une différence significative chez les gosses qui prenaient les 3 types de miel, pas de différence, par rapport à ceux qui étaient avec le placebo. Donc ça, c'est très important. On va voir tout de suite la gelée royale. Alors, la gelée royale, je vais mettre un bémol sur le fait que les gens qui ont un cancer ou un risque de cancer, je pense qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui a été traité pour un cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum, même s'il est guéri, je ne serais pas favorable pour l'instant à lui prescrire de la gelée royale, je vais vous dire pourquoi. Dans la gelée royale, vous avez des facteurs de croissance. C'est des facteurs de croissance qui sont capables de transformer un minuscule larve en quelque chose de beaucoup plus important avec une vitesse grand V. Donc, je suis en train d'essayer de chercher, je n'ai pas trouvé le laboratoire international qui me doserait les facteurs de croissance là-dedans. Parce que nous connaissons les facteurs de croissance dans les produits laitiers, et peut-être je viendrai vous donner une conférence là-dessus, puisque Famille de France a saisi l'Agence française de sécurité des aliments sur ce sujet, et qu'on a beaucoup bémolisé la chose en disant oui, ça augmente peut-être un peu les risques de cancer, on me dit ça augmente beaucoup. Donc, mais ces facteurs de croissance, qui sont dans les produits laitiers, à mon avis, qu'il faut éliminer de notre alimentation, eh bien, il y en a aussi dans la gelée royale, mais je ne sais pas quels ils sont. Ils ont été, si vous voulez, un peu isolés. Il y en a un qu'on appelle la royale lactine, hein, royale de la reine et lactine le lait. Et j'aimerais bien avoir la formule chimique de ce produit-là. Ça, c'est un peu de la recherche. Évidemment, il faut un laboratoire spécialisé.
Alors la reine, elle va pondre 1000 œufs par jour en saison. 1000 œufs par jour en saison. D'accord? Et ça, c'est des choses très importantes. Et dans cette gelée royale, il y a 18 acides aminés, dont un très important qui s'appelle le tryptophane. Et ce tryptophane est un acide aminé essentiel qui est nécessaire à la fabrication de ce qu'on appelle un facteur nécessaire au sommeil en particulier, qui est un neurotransmetteur, qu'on appelle la sérotonine. Sérotonine, indispensable. Si vous n'avez pas de sérotonine, vous allez passer la nuit les yeux ouverts. Hein, c'est ce que vous faites quand vous prenez du Red Bull. C'est une saloperie immonde. Le Red Bull, Famille de France avait dit, pas question de Red Bull en France. Mais Madame Lagarde, pour laquelle j'avais quand même une certaine estime, eh bien, elle a préféré laisser passer le Red Bull en France. Pourquoi? Parce que l'Europe nous foutait une amende, pas une amende de Languedoc, mais une amende de 800 millions d'euros quand même. Et donc, pour éviter 800 millions d'euros d'amende, elle a laissé passer le Red Bull. Et maintenant, vous voyez le Red Bull en Formule 1. Hein, chaque fois que vous voyez Red Bull, éteignez le poste. Hein, pour bien montrer que vous ne voulez pas, c'est comme le Nutella, c'est la même chose. Vous avez vu qu'on est en train de refaire la fête. Hein, mais qu'il y avait un député qui devait s'occuper du Nutella, et puis il n'a pas eu ce qu'il faut dans le pantalon pour y arriver. Évidemment, ce n'était pas un député du Gard. Hein, dans le Gard, ils en ont, mais là-bas, non. Donc, voilà. Alors ça aussi, le Nutella, c'est une saloperie, le Nutella. Je vais vous donner la formule. Non seulement vous avez de l'huile de palme, vous avez du chocolat, vous avez des cacahuètes, vous avez du sucre, vous avez du beurre, et puis vous avez un produit qu'on appelle le carbamide. Vous savez ce que c'est le carbamide? Eh bien moi je vais vous dire, tout ce que nous l'urinons le carbamide, c'est de l'urée, nous l'urinons. C'est-à-dire quand vous avez fini la formule avec le chocolat, le sucre, cacahuètes, machin, faites pipi dessus, vous avez du Nutella. Dites ça aux enfants, ils en mangeront un peu moins que cette saloperie. Vous avez vu les pots de Nutella maintenant? Il n'y a pas une mamie qui n'a pas un pot de Nutella chez elle. Eh bien, c'est une mamie qui ne connaît pas la santé de son petit-fils. Nutella à la poubelle. Alors, dans la gelée royale, vous avez vitamine B1, B5, B12, acide pantothénique. Vous avez 1000 fois plus d'acétylcholine également pour réguler le système neurosympathique, c'est-à-dire réguler l'humeur. Donc, vous voyez, en plus des facteurs de croissance qui m'inquiètent un peu pour le cancéreux, vous avez quand même des produits qui sont utiles pour notre santé. Alors, évidemment, la meilleure des gelées royales, c'est celle qui est quand même fraîche. Alors, on vous dit, oui, mais elle est congelée, elle est ceci, elle est lyophilisée. Bon, je ne suis pas contre, mais ça aussi, il faut faire des études. Entre la fraîche congelée et la lyophilisée, il y a certainement une différence. C'est le PO naturel. Vous savez que les coureurs du Tour de France, hein, celui qui a gagné 7 fois, hein, qui a eu soi-disant un cancer du cerveau, ce qui est entièrement faux, il nous a raconté des salades, l'américain, bon, il fonctionnait à l'EPO, il fonctionnait aux drogues pour le stimuler. Eh bien, la seule chose qu'il avait oublié, c'est qu'il aurait pris la gelée royale, il aurait peut-être fait aussi bien, peut-être un peu moins quand même, hein, il n'aurait pas roulé à 45 de moyenne, mais il aurait aussi gagné le Tour de France. Donc il faut revenir, si vous voulez, à l'utilisation de ces produits-là qui ne sont pas du dopage. C'est un EPO naturel. Je rappelle que EPO, ça veut dire érythropoïétine. Qu'est-ce que ça veut dire érythropoïétine? La poïèse, c'est la fabrication érythro des globules rouges. Et la fabrication des globules rouges se fait dans notre moelle osseuse, là, dans le sternum, dans le bassin, dans les os du bassin, dans les os du fémur, dans tous les os que nous avons. Vous avez la moelle osseuse, et dans cette moelle osseuse, c'est là que se fabriquent nos globules rouges. Et la gelée royale est un élément qui stimule cette fabrication, donc extrêmement intéressant, va stimuler l'appétit, va stimuler la vigueur sexuelle des messieurs, donc ça c'est le Viagra naturel. Quand vous voyez un monsieur qui a une canne blanche à 60 ans, dites-vous que celui-là il est au Viagra, hein, parce que le Viagra il n'a pas fait péter que là où vous pensez, mais ça lui fait péter la rétine aussi. Donc ça aussi c'est un produit dangereux, les pharmaciens n'aiment pas que je le dise, parce qu'ils gagnent un pognon fou avec ça. C'est pas remboursé par la Sécu. Bon. Passons au pollen. Alors le pollen, c'est génial pour l'équilibre de la flore digestive. 10 millions de ferments lactiques par gramme de pollen. Alors vous ne prenez pas 1 gramme, vous prenez une cuillère à soupe. Et vous la mastiquez bien. Et vous la mastiquez d'autant plus que ça vous colle un peu. Et quand ça colle, il faut appeler la salive. Je vous rappelle que la salive, nous avons des glandes salivaires. Récemment, je demandais à mon interne, dis-moi Martin, combien tu as de glandes salivaires en fin d'opération, et je suis obligé de te noter maintenant. Je vais te poser des questions. Alors à travers son masque, je vois que ses yeux hésitent. Je dis, Martin, combien as-tu de glandes salivaires? Tu veux être chirurgien digestif. Ça commence là-haut la digestion. Là, il me regarde, il me dit, il y en a beaucoup. Bon, je lui dis, je te demande un chiffre. Alors,
Jette-toi l'eau, il me sort 4. Ben, tu as 0. On a 6 glandes salivaires. On a 2 parotides, une de chaque côté. 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Et ces glandes salivaires sont capables de fabriquer 1 litre de salive par jour. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'eau des viandes, ce n'est pas du vitel, c'est de la salive. Vous avez des enzymes du goût pour goûter un bon poisson, un bon fruit, une bonne viande, etc. Et vous ne pouvez pas goûter si vous ne gardez pas dans la bouche un certain temps. Donc le pollen, vous allez le mastiquer. Et vous aurez des pollens différents, de cistes, de sol, de châtaignier, d'acacia, etc. Et ça c'est très important, pourquoi? Parce que chacun a des vertus différentes. Et quand vous avez des problèmes de vision, parce qu'on vous dit que l'ophtalmo vous dit peut-être un début de DMLA, dégénérescence maculaire de la rétine, eh bien c'est le moment de se mettre à 2 choses, la laitue, parce que vous avez de la lutéine, qui est un facteur pour les bâtonnets de la rétine, mais également du pollen de sol qui contient des quantités fantastiques de lutéine. Et ce pollen de sol, vous pouvez le trouver évidemment chez les gens qui ont des sols pas très loin de chez eux pour pouvoir avoir des abeilles qui le fabriquent. Ce pollen de sol, eh bien, vous allez le trouver surtout du côté d'Agen, par exemple, chez un apiculteur que je connais bien qui s'appelle Percier du Cerf, qui a une petite entreprise qui est une merveille, un bijou d'entreprise, et qui a du pollen de sol. Vous tapez pollenergie, pollenergie.fr, et vous trouvez ça sur place. Alors, pour l'hiver, l'enfant 5 à 15 grammes, l'adulte le double, 30 à 40 grammes, tonifiant pour la ménopause. Ça, les labos, ils ne veulent pas en parler de ça. Ils préfèrent vous donner un traitement hormonal substitutif. D'autant que, ça, ils ne font pas exprès, 30% de plus de cancer du sein. Alors là, on va pouvoir donner un traitement contre le cancer. 70 000 nouveaux cas de cancer du sein attendus en 2012, cette année en France. 70 000. 11 500 morts par an. 11 500 morts par an. Non, ça, c'est des choses qui sont très importantes et dont je veux parler avec Marisol Touraine. Donc, il faut interdire le traitement hormonal substitutif. Par contre, donner du pollen pour éviter des bouffées de chaleur, pour avoir un stimulant quand on est fatigué l'hiver, etc. Excellent. Pour le prostatisme. En général, ça c'est les femmes qui vous le disent. Elles vous amènent le mari, là, par la main, elle vous dit, le mari, il se lève la nuit pour pisser. Combien de fois? Alors le mari dit, oh, 2 fois. La femme dit non, 4 fois. Parce qu'elle est réveillée 4 fois, vous comprenez? Bon. Et alors, ça c'est très amusant. Et puis alors, quand vous dites au monsieur, ça marche la sexualité, vous faites bien sûr, et derrière la femme, elle vous fait comme ça. Donc là aussi, le pollen, c'est, en plus de ce que j'ai dit jusqu'à présent, très intéressant, contre le vieillissement prématuré. J'étais récemment, je suis à l'agence de biomédecine pour les familles, et il y a eu une bonne conférence par un collègue, Étienne Hirsch, de Paris, qui a fait une conférence sur les maladies neurodégénératives. Il faut voir le coup de c'est énorme. On nous promet en 2020, je vous rappelle que 2020 c'est dans 7 ans, normalement en 2013. 2 millions d'Alzheimer en France, 2 millions, nous sommes à 850 000. Bon. Moi je ne veux pas. Moi je vous aiderai à avoir un Alzheimer, pas de problème. Si vous en voulez un, je vous aide. Prenez des produits laitiers à la pelle, vous avez un cerveau de veau assuré, n'est-ce pas? Bon, vous dites le miel, je ne l'aime pas, très bien. Vous dites, vous restez dans le fauteuil à regarder la télé 3h15 par jour, parce que c'est la moyenne française, donc il y en a, moi j'en râle pas, donc il y en a qui en râlent 4 heures, 5 heures. Bon, ça c'est aussi le cerveau de veau assuré. Vous voyez, ça, la T, la 1, la 2, la 6, tout ce que vous voulez, quoi. Donc tout ça c'est très important à savoir parce que c'est un coût énorme. Et vous avez remarqué que dans les maisons de retraite, les vieux, ils ont un plumier. Les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un plumier, ils ont une trousse. Mais les vieux, ils ont un plumier, il y a lundi, mardi, mercredi, puis 8h, 10h, midi, 4h. Et si le vieux commence, ou la vieille commence à râler, boum, on va lui donner le Terralène moderne, on va lui donner du miel, on va lui donner un truc pour l'ensuquer, c'est légumes assurés. Hein? Voilà, aujourd'hui, non mais je ne rigole pas. Voilà aujourd'hui une perspective. Ça, c'est absolument impensable. Le pollen peut inhiber 7 germes pathogènes. Les bactériologistes les ont bien étudiés. Et parmi ces germes, vous en avez 2. Le Proteus vulgaris, que les infirmières connaissent bien, les médecins aussi, et le Proteus mirabilis. Passons maintenant à la propolis. Alors la propolis, c'était donc, je vous l'ai dit, la larme des arbres, c'est Aristote qui le disait, asepsie absolue de la ruche, mais aussi pour nous.
Ça veut dire que, vous voyez, après une conférence, parfois, je la vois un peu éraillée. À la fin, je vais prendre un comprimé de propolis, tout simplement, je vais le sucer tranquillement, et un quart d'heure après, je retrouve ma voix. Et si j'ai une petite brûlure ésophagienne, une petite brûlure au niveau de mon estomac, un petit reflux, etc., mais c'est pas la peine d'aller chez le gastro, il va vous descendre un tube, il va en profiter pour vous le mettre par le haut et par le bas, vous voyez? Bon, alors que vous n'en avez pas besoin, commencez par aller chercher chez les copines des abeilles. Et vous avez déjà, donc nous allons faire à Famille de France des petites fiches. Et vous aurez, parce que vous allez tous vous abonner au magazine de Famille de France, qui sort tous les 2 mois, le prochain, je vous donne son titre, vous voulez un bébé. Alors peut-être pas tous, hein. Bon. Mais peut-être vos petits-enfants veulent un bébé. Non, pas vous. Moi j'attends des jumeaux quand même, prochainement, mais ça fait 30 ans que nous les attendons, vous voyez. Bon. Alors, donc cette propolis, elle a des effets anti-cancer. Ça c'est très intéressant. Figurez-vous que les Japonais en consomment 500 tonnes par année en cancérologie, uniquement en cancérologie, pour supporter les chimios, pour supporter les rayons, pour supporter les traitements. Eh bien, avec cette propolis, c'est un extrait de propolis, vous n'avez pas d'arrêt thérapeutique. Quand on commence un traitement de rayon, il ne faut pas l'interrompre, parce qu'il y a un protocole précis, ce n'est pas un protocole tiré au sort, c'est qu'il y a un calcul de dose pour être efficace. Si vous coupez à la moitié du traitement, attention, vous allez mettre en danger la zone qui doit être traitée. Idem pour la chimio. S'il est prévu de faire 3 cures, il faut faire les 3. S'il est prévu d'en faire 4, il ne faut pas dire j'en ai fait 2, ça suffit, ça m'a fatigué. Si ça vous a fatigué, c'est parce que vous n'avez pas été suffisamment complémenté avec des produits comme ça pendant le temps du traitement, avant, pendant et après. Je vous donne un autre exemple. J'ai un de mes collègues qui est venu chez nous, que nous avons formé, maintenant, qui est prof au Pérou, un type extrêmement sympa, qui a une jolie petite famille avec 4 enfants, et sa femme a de l'asthme, et les enfants sont asthmatiques. Bon. Eh bien, là-bas, et si vous regardez en France, le traitement de l'asthme, vous allez chez un pneumologue, il vous fait des tests, on vous fait de l'allergie, on recherche ceci, cela, ça coûte la peau des fesses, et puis ensuite on vous désensibilise, et puis on vous donne un truc dans le nez, un peu de cortisone, des tas de choses. Lui, c'est ce qu'il fait, et il a guéri sa femme et ses gosses. Dès qu'il y a une petite crise qui arrive, il leur a permis de repérer, il leur a expliqué, il met des gouttes de propolis. 10 gouttes d'extrait alcoolique de propolis. Alors, quand c'est l'enfant, il fait évaporer en 1 heure, 1 heure et demie l'alcool, s'évapore tout seul, et il met 10 gouttes de propolis dans le petit déjeuner de l'enfant. Réglé. Pourquoi? Anti-inflammatoire, anti-allergique. Et la personne adulte que nous sommes, 30 gouttes de propolis dans le thé, le thym, le romarin, le thé vert, tout ce que vous voulez, votre boisson, qui n'est pas, évidemment, c'est fini, le café au lait, vous n'êtes plus là, hein. Nous étions avant les seuls mammifères à boire du lait. Si vous avez vu une vache boire du lait, vous m'appelez, elle est folle, hein. Bon. Ben, nous, c'est comme si adultes, on prenait du lait de nos mamans. Ils ont pépin celui-là dans la tête, quoi. Donc ça, il faut quand même faire attention que cette consommation de produits laitiers, il faut savoir quand même qu'en France, on traite du verre de trève 24 milliards de litres de lait par an. 24 milliards de litres de lait. Il faut vous les faire consommer par les trous de nez, par les oreilles, un suppositoire, de toutes les façons. Hein. Je me souviens, peut-être vous l'ai-je raconté, il n'y a pas très longtemps, une jeune femme de chez Danone est venue me voir, alors évidemment, hein, impeccable, hein, mini-jupe, elle tortillait bien comme il faut, là, vous savez, chose non sensible à ça. Hein. Bon, mais elle me dit, docteur, je viens vous présenter un dernier yaourt qui est hyper testé pour la santé, c'est vraiment extraordinaire. Alors expliquez-moi, vous avez des preuves. Nous, on demande toujours des preuves. Alors, elle m'ouvre son ordinateur, elle me présente une vingtaine de diapositives très bien faites, avec des courbes, des histogrammes, de la statistique, etc. Bon, moi j'écoute courtoisement, et puis quand elle a eu fini, je lui dis, mais alors, je vais dire quoi, moi? À mes malades, à ma femme, les enfants, à tout le monde, je vais dire quoi? Parce que c'est la santé absolue, votre truc. Et vous allez leur dire, première chose, qu'ils auront tous la peau douce. Non. Et je lui dis, là ou là? On me file de la tête aux pieds, d'accord. Bon, alors il faut en prendre combien? Un minimum 4 par jour. Bon, 4 par jour. Matin, au réveil. Petit déjeuner, donc repas de midi, repas du soir, et avant d'aller vous coucher, un petit yaya encore pour aller faire dodo. Bon. Alors, il faut en prendre combien de jours? 70 jours consécutifs.
J'ai calculé, 4 x 7, 28, 280 yaya. Vous avez la peau douce assurée, vous vous rendez compte? Alors vous allez les acheter en pack. Il y a les packs de bière, maintenant il y a les packs de yaya. Bon. Alors je lui dis, bon très bien, donc toute la famille a la peau douce, génial, et puis je m'arrête 10 jours. Elle me regarde comme si elle était en deuil. Elle me dit, donc 10 jours, vous flétrissez. Incroyable. Ce yaourt est passé à la télé, je m'en suis occupé, j'ai écrit à Danone, ils l'ont supprimé. J'aurais dit, vous foutez de la gueule des gens. On nous prend pour des consommateurs. Donc ça, il faut vraiment faire très attention parce qu'on nous raconte des salades pour que l'on consomme des choses qui ne sont absolument pas utiles à la santé. Alors, à la propolis, on peut ajouter de millepertuis. Et ce millepertuis est intéressant, non seulement encore comme anti-inflammatoire, mais pour apaiser. Pour apaiser. Alors les gens vous disent, oh, oui, mais je ne dors pas bien, je ne m'endors pas parce que vous avez des soucis, etc. Mais vous remarquerez une chose, quand vous avez des soucis, il faut en chercher 3. On en trouve tous facilement 3. Et puis on va finir par s'endormir parce qu'ils vont se culbuter les uns les autres dans la tête des 3. Et qu'on ne sait pas trop quel est le plus important. Eh bien, au réveil, celui qui vient, c'est celui qu'il faut résoudre. C'est le premier qui vient. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre bien que quand on dort, ça travaille dans le citron, ça se met en juste place. Et ça, on ne le dit pas assez. On nous dit, au fond, il faut dormir comme si on était dans le coma. On n'est pas du tout dans le coma quand on dort, pas du tout. Et quand on fait un électroencéphalogramme, on voit parfaitement les zones que l'on a en fonction de notre état de sommeil et de ce que fait notre cerveau. Donc cette propolis, je vous ai dit, les Japonais en prennent 500 tonnes par an et ils ont fait des études très intéressantes chez des souris atteintes de tumeurs. On a greffé des tumeurs de la mamelle en particulier, et on s'est rendu compte que la propolis avait un effet préventif des métastases. Donc déjà, la tumeur est présente, et cette tumeur, de manière générale, elle va métastaser ailleurs, enfin des petits, comme nous, quand on a un cancer, le danger c'est que ça parte ailleurs. Et bien là, on s'est rendu compte qu'on a une réduction de 38 à 45% du risque métastatique. C'est-à-dire une réduction du nombre de métastases chez des souris qui sont porteuses qui consomment cette propolis. On peut l'utiliser également comme shampoing, avec du miel, avec de l'argile, pour diminuer la séborrhée. Vous savez que maintenant, encore une maman qui m'écrit récemment, sa petite, elle a de l'acné. Alors, elle écrivait comme la fille, la maman, acné, A-K-N-E-Z. Oui, acné. Parce que c'est le nez. Alors, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre? On a prescrit du roaccutane. Le roaccutane, c'est un médicament hyper dangereux, tellement dangereux que si la petite est enceinte, puisque maintenant elles peuvent être enceintes à 14 ou 15 ans, hein, ça ne tombe pas quand même complètement du ciel, l'enfant est totalement anormal, donc il faut le dégager. Donc on impose de prendre une contraception quand on donne du roaccutane. Donc on donne 2 médicaments. Les labos sont ravis. Et si on pouvait en donner 3, on en donnerait 3, évidemment. Donc tout ça n'est pas utile. Ce qu'il faut, c'est supprimer les produits laitiers. Il faut prendre beaucoup de fruits, de légumes, etc. Des fruits frais de saison. Et puis prendre de la propolis, y compris qui a un effet local. Et qui aura un effet anti-inflammatoire et qui fera sortir le tissu gras. Parce que le gras peut attirer le gras et que la propolis est relativement grasse. Par exemple, quand vous prenez un extrait de propolis, si vous le mettez sur les dents, vous allez avoir les dents marron. Donc vous allez le mettre au contraire, soit sur un morceau de sucre roux par exemple, ou bien sur un petit morceau de pain d'épices. Vous faites tomber vos gouttes, vous l'avalez, vous le mastiquez bien pour avoir un effet local, et ensuite vous le faites descendre pour avoir un effet général. Reste le venin. Alors le venin, j'ai préfacé un livre récemment d'une malade que j'ai connue à une conférence qui était à Montpellier à la salle Pétra. Il y avait une dame sur un fauteuil roulant. On me présente cette dame, et cette dame me dit, ben moi j'ai une sclérose en plaques, et j'ai guéri avec les produits des abeilles. Je me dis, guéri avec les produits des abeilles en étant sur un fauteuil roulant, ça m'étonnerait. Il faut écouter les gens, il faut être correct, il faut être courtois. Je dis, écoutez madame, moi je veux bien vous croire, mais j'aimerais vérifier, ça m'intéresse. Donc, venez donc à la consultation, il n'y a pas de problème, ça ne vous coûtera que dalle, mais amenez-moi votre dossier, je vois ça de près. Donc elle vient, elle avait son IRM, manifestement il y avait une sclérose en plaques, et je lui dis, elle date de quand votre dernière IRM? 2 ans. Tu vas en faire une autre, on en profite tout de suite, allez, à l'IRM. Elle est allée à l'IRM,
mon collègue m'appelle, je dis à mon collègue, elle a une sclérose en plaques, donc plutôt bien d'elle, etc. Mon collègue m'appelle, il me dit, Henri, cette sclérose en plaques, elle y est, mais elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle a négativé toutes les zones. C'est-à-dire, c'est effectivement neutralisé, cicatrisé, si vous voulez. Ça ne veut pas dire nécessairement que le courant passe dans la zone, mais ça veut dire que ça ne s'étend plus, ce n'est plus chaud, chaud au sens où actif. Bien. Donc je vois ça, je l'examine d'une manière détaillée, et je me rends compte que le fauteuil roulant, en réalité, lui dit au fait que quand elle a eu sa sclérose en plaques, elle est tombée, elle s'est cassé le bassin. Donc elle s'est fait une fracture. Et cette fracture, elle était en cours de rééducation, et maintenant elle est en train de se relever, et vous la verrez prochainement dans une émission de RTBF, c'est-à-dire la grande télévision belge, hein, où elle a été interviewée. Moi aussi je suis dans cette émission, ça va passer prochainement, pendant 52 minutes, nous y sommes tous les deux, et on va montrer ce cas extrêmement intéressant. Et quand j'ai pu vérifier ça, j'ai dit, écoutez Maryse, elle s'appelle Maryse Pioche, Maryse, il faut l'écrire ça. Elle me dit, écrivez. Je dis, non, moi c'est pas moi qui écrire, vous allez l'écrire, et je vous corrigerai, je vous dirai comment il faut bien présenter les choses pour le grand public, j'en ai l'habitude. Et elle a fait un livre qui s'appelle « Les abeilles ont guéri ma sclérose en plaques ». Elle est venue avec moi en conférence, nous étions ensemble à l'Odèvre récemment, et on a donné la conférence ensemble, et c'est vraiment un livre qui marche bien, parce qu'il y a énormément de gens qui en ont besoin. Alors comment elle a guéri? Elle était d'une famille d'apiculteurs. Donc quand elle était enfant, ses parents... Bon. 2, elle a vu que son papa, quand elle était petite, il y avait des copains qui venaient voir, qui avaient de l'arthrose, des douleurs du genou, des douleurs du coude, et ils faisaient de l'apipuncture. C'est-à-dire qu'il attrapait une abeille avec une pince, il piquait aux endroits inflammatoires, et pendant 15 jours, 3 semaines, la personne n'allait plus mal. Charlemagne faisait ça. Yvan le Terrible faisait ça aussi. Je veux dire, il y a déjà des choses, ça n'a pas été inventé récemment, ces choses-là. Bien. Et donc, quand elle a eu sa sclérose en plaques, elle est allée voir les grandes toubibs du CHU. Mes collègues qui lui ont dit franchement les choses, écoutez, on a des traitements, mais à l'essai. C'est-à-dire qu'on va vous tirer au sort. Il y a le A ou il y a le B. Bon. Alors, comme on tire au sort et que c'est anonyme, le résultat, on ne sait pas si dans le A vous avez le produit, vous avez le placebo si vous prenez le B. On ne sait pas exactement. Bon. Donc elle a refusé, elle a dit non, moi je veux pas ça, d'autant qu'il y a des complications. Ça donne de la fièvre, ça donne des problèmes. Donc elle a refusé, elle a dit non, moi je vais le soigner comme mon papa faisait quand il le faisait avec ses amis. Et donc elle a fait quoi? Du miel, de la propolis, de la gelée royale, c'est pas un cancer qu'elle a, attention, de la gelée royale pour stimuler les fibres nerveuses, et puis l'apipuncture, ça veut dire qu'un ami de son père connaissait l'acupuncture. Alors l'acupuncture, moi je ne suis pas compétent, hein. Ce sont des points tout à fait particuliers, j'en connais quelques-uns, par exemple, quand vous avez une douleur à la vésicule biliaire, eh bien la douleur, elle peut se traduire par une douleur de l'épaule droite. Quand vous avez un problème cardiaque, non seulement pour avoir des douleurs au niveau du cou, mais vous pouvez avoir des douleurs en poignet, ici, au poignet gauche. C'est assez typique. Ça, ce sont un peu des choses de l'acupuncture. Bon, donc, je ne vais pas vous le détailler, mais dans son livre, elle a mis tous les points d'acupuncture et qui sont devenus des points d'apipuncture. En particulier sur la zone de son corps qui ne fonctionnait pas. Comment elle a fait le diagnostic de sa sclérose en plaques? Un jour, elle était prof de gym. Bon, elle courait le dimanche avec son mari et ses enfants, et puis la jambe n'obéit plus. Hein, imaginez que je veux attraper ça, et puis ça n'obéit pas. Il y a un problème. Bon, j'aime bien cette expression, sa jambe n'obéit plus. C'est comme ça que le diagnostic a été fait, avec tous les examens, ponction lombaire, etc. Donc, c'est une véritable sclérose en plaques. Alors, ça veut dire qu'elle a, par les points d'apipuncture, stimulé les zones, comme le Marocain dont je vous parlais, que j'ai retrouvé 40 ans plus tard dans la rue avec mon épouse, quand je suis allé faire une sorte de pèlerinage à Tanger pour retrouver un coin que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune médecin, jeune chirurgien en coopération. Et je l'ai retrouvé, le gars, dans la rue, il a remonté son pantalon pour me montrer sa plaie qui avait cicatrisé donc 35 ou 40 ans avant. Donc ça veut dire que le venin, il faut tout de même mettre un bémol. En effet, avec le venin, vous pouvez avoir une allergie. Une allergie très importante et même un choc anaphylactique. Donc ça veut dire qu'il faut préalablement qu'un médecin puisse dire que vous n'êtes pas allergique au venin. Alors vous pouvez le savoir parce que vous avez déjà été piqué par des abeilles et que ça vous a donné une petite rougeur banale, ou bien que vous avez déjà été piqué et que vous avez eu les lèvres qui ont gonflé, les yeux qui ont gonflé, la tête, etc. Et là, à ce moment-là, vous savez que vous êtes allergique.
Vous voyez, et qu'il peut y avoir une allergie grave. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration intelligente entre le médecin, l'ergologue, puisque maintenant c'est une spécialité, et l'apithérapeute. Alors, avec Maryse Pioche, avec des apiculteurs que nous avons rencontrés, on va essayer de mettre en place une véritable carte de France. Parce que moi, je reçois énormément de mails de gens qui me disent « Docteur, où c'est que je peux aller ?» Des gens qui sont à Besançon. Je ne vais pas leur dire de descendre à Béziers, parce que Maryse Pioche est à Béziers. Bon, donc, il faut que je trouve des gens qui, à Besançon, qui, dans l'ouest de la France, sont capables également. Alors, nous en avons rencontré un récemment dans les Landes, qui est prêt à s'y mettre, un jeune qui a une jolie famille avec 3 enfants, bien sûr, qui a parfaitement compris qu'il fallait être famille de France, parce que c'est là qu'on est dynamique en France, c'est pas ailleurs, n'est-ce pas? Bon, et donc, il a adhéré à Famille de France, et il va avoir, alors, on va faire des cours avec des médecins, des allergologues, et on va donner un label. Donc les gens, ils pourront mettre sur leur plaque qu'ils sont un apithérapeute et qu'ils n'auront pas peur d'aider des gens comme ça. Et non seulement, pas simplement pour la pipuncture, mais aussi pour le miel, la propolis, l'aldéroïne, etc. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut voir un métier qui a déjà existé, qui existe, mais qu'il faut élargir vers la santé. Voilà, ça je crois que c'est très important. Et enfin, je dois prochainement peut-être marier une de mes filles, et je vais être obligé d'offrir, je crois que c'est 10 litres d'hydromel à mon futur gendre. Les 10 litres d'hydromel à mon futur gendre sont destinés à sa lune de miel. Puisque normalement, quand il part en lune de miel, eh bien, au retour de la lune de miel, quelques mois plus tard, il doit vous apprendre que vous allez être grand-père. Et donc, l'hydromel est utile aussi pour cela, et c'est évidemment ce qu'on appelle le vin des dieux, ce vin des dieux qui était très utilisé par les Romains, par les Grecs, etc., qui revient un peu. Un apiculteur qui m'a offert une petite bouteille, eh ben, je peux vous dire qu'elle est vite descendue la bouteille. Comment? Le sulfite, ça, non? Ah ben le sulfite, non, il faut faire attention, surtout s'il est bio. Vous faites du miel, vous, je crois. De temps en temps. Bon, donc voilà, ce que je veux insister sur le fait que, au fond, vous voyez, cet insecte, entre guillemets, c'est péjoratif même de dire cet insecte, l'abeille est vraiment au service de notre santé, à nous les humains, il faut le faire savoir, et à partir de là, je pense qu'on peut faire beaucoup d'économies et ne pas affoler les gens avec des traitements qui sont trop compliqués. Voilà, donc je reste à votre disposition en prenant mon comprimé de propolis pour répondre à vos questions. On y va pour les questions. Monsieur. Bonjour, je suis restaurateur et restaurateur, et apiculteur. Et les deux? Enfin, apiculteur amateur. Et donc, je propose le miel sur certains desserts. J'ai des clients qui sont diabétiques. Certains me disent qu'il n'y a pas de problème, et certains me disent que ça leur est complètement refusé. Oui. Eh bien, ils ont tort, ça n'est pas contre-indiqué, sauf si je ne pense pas que vous fassiez, vous mettez du miel tout autour, enfin, je veux dire, vous ne mettez pas des doses énormes de miel dans le dessert. Non, pas du tout, il faut en prendre, il n'y a aucun problème. Mais, vous devriez dire à celui-là, qui est diabétique, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai le miel pour le diabétique. Et celui-là, c'est acacia ou châtaigne. Parce que vous avez plus de fructose. Et que ce fructose va être absorbé au niveau de l'estomac en fonction des besoins du cerveau, comme le sucre des fruits. Je pensais que c'était peut-être des types de diabète différents qui pouvaient Non, le diabète de type 2. Vous savez, le diabète de type 2 coûte 10 milliards d'euros par an en France, 10 milliards. Et le diabète de type 2, il y a la bouffe. Je ne dis pas à l'alimentation, je dis à la bouffe. Vous savez qu'au McDo, vous avez du pain de mie pour ne pas abîmer mon raclot. Au McDo, vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous le Alors, si vous mettez du miel dans vos plats, vous le mettez à la fin et vous ne le chauffez pas. C'est-à-dire que c'est surtout sur les desserts, Voilà. les crêpes ou les glaces comme ça. Donc voilà, c'est en complément, c'est pas, ou alors on va le mettre dans un nougat glacé quand on va faire un nougat glacé. Ouais. Mais ça ne va pas être dans c'est votre carte, tu viens pas de cuisson avec le miel. Alors vos clients, certes, ils vont refléter le diagnostic et les conseils de leurs médecins. Il y a des médecins pour leur malade diabétique,
interdisent de manger des carottes. C'est ridicule, parce que les carottes, c'est sucré. Oui, d'après le discours que j'ai entendu ce soir, j'ai compris que c'était plutôt... Voilà, c'est la vieille école. Oui, oui, tout à fait. Donc, mais c'est de la vieille école au sens où ils n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'ils sont au régime du goûteux, du diabétique, de l'obèse, etc. C'est ce qu'on apprend à la fac. Encore maintenant, on apprend ça. Alors moi, je donne des cours de chirurgie, mais en même temps, je glisse de la nutrition, puisque la chirurgie du digestif, c'est quand même aussi la nutrition. Mais je me rends compte que les jeunes sont très intéressés, très motivés. Et je fais le 1er décembre une grosse journée à Montpellier pour le grand public et pour les médecins. Je veux qu'ils soient ensemble. Il y aura 3 personnes qui vont intervenir. Il y aura une gynéco sur toute la phytothérapie, un rhumatologue pour dire arrêtez d'aller en consultation de rhumatologie pour des prunes et de vous faire piquer, infiltrer et tout ça. Par l'alimentation, on peut vous aider. Et puis moi, je donnerai une conférence sur le cancer, donc le 1er décembre, on peut dire. Je vous donnerai mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés. Vous m'écrivez, je vous enverrai le programme. Voilà. Comment? Non, c'est à Supagro. À Supagro, vous pouvez. J'entends pas. Une question? Madame, je vais répéter. C'est pas une question, c'est. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire cuire le miel. Non, il ne faut pas. Pas le chauffer. Le chauffer, mais on est obligé de chauffer pour faire du pain d'épices. Alors, ma femme est là, elle va vous dire comment elle fait le pain d'épices. La recette. Alors, j'utilise pas les. Non, oui. Enlève le micro, je ne vois pas. oui, mais nous aussi, ça nous. Alors, je vais le mettre comme ça va. Voilà. Donc, les miels, si je mets du miel dans mes pains d'épices, mais d'abord, je ne mets pas les meilleurs miels dans mon pain d'épices. Je mets ceux dont je ne suis pas très sûre. Et puis, mes pains d'épices, je les cuis à la vapeur douce. Donc, c'est moins cuit. C'est chauffé, mais c'est quand même moins cuit. Voilà. Et par ailleurs, quand vous mettez du miel dans un pain d'épices, il faut utiliser des farines complètes, il faut utiliser le sucre que vous ajoutez, et ben, ce sera du sucre complet. Ce sont tous des produits complets qui vont faire qu'il y aura moins de charge hyperglycémique. Voilà. Et la cuisson est importante parce que si vous cuisez trop chaud, vous transformez en sucre les glucides complexes, les fibres, vous transformez en sucre même les protéines. Le canard laqué, c'est des protéines liquées. Donc il est très important de peu cuire. Et c'est pour ça que la vapeur douce est intéressante parce que ça cuit à moins de 100 degrés, 95. Voilà. Question suivante. Madame, la picultrice. Est-ce qu'on peut mettre du miel sur une plaie pour les diabétiques? Oui. Bien sûr. Alors, Ça ne fera pas monter sa glycémie. Hein. Comment on fait, nous, apiculteurs? Parce que nous, on n'a pas le droit de dire que le miel est bon pour ça. Là, vous ne le dites pas. Non, mais j'ai fait la parade. J'ai fait la parade. Mais est-ce qu'il n'y a pas des médecins que vous chapeautez ou on ne peut pas envoyer actuellement, je veux dire, le problème, c'est très simple. On vous dit qu'il y a de moins en moins de médecins, ce qui est vrai par rapport à il y a quelques années. Pour moi, il y en a encore trop. Pour moi, il y en a encore trop. Il y en a encore trop, mais dans la mesure où on informe le grand public. C'est-à-dire, le grand public a une conscience scientifique qui monte. Le grand public sait plus de choses aujourd'hui qu'il ne savait il y a 10 ans, maintenant 30 ans. Et donc, on vous a appris, par exemple, que les antibiotiques, on en abusait tous. Du coup, on a baissé. Bon. Et il y a eu des campagnes pour ça. Ben, je crois qu'on pourrait parfaitement faire des campagnes d'information sur des produits naturels qui ne coûtent pas cher et qui en plus stimulent une agriculture de qualité, ce que je disais tout à l'heure, agriculteur premier acteur de santé. Donc le gars qui vous fait de la bonne viande, du bon poulet, des bons légumes, des bons fruits, des bons légumes, sans que vous ayez des pesticides dans la pomme, dans la poire, dans le kiwi et dans le reste, bon ben, je pense qu'il fait mieux pour la santé que les médecins. Vous voyez? Donc, bon, mais ça veut dire que moi je pense que nous sommes à un tournant dans la santé publique. Parce qu'on a tellement dépensé, on perd tellement de pognon avec ça qu'on ne peut pas mettre l'argent là où il faudrait mettre. Dans l'éducation nationale, pour aider des gosses qui n'arrivent pas à lire et écrire. Quand vous pensez que vous avez 20% de gosses à la sortie
du CF2 savent ni lire ni écrire correctement. Pas de ça. Alors, est-ce que c'est la faute des professeurs? Alors on dit c'est la faute des parents. Et si les parents ne parlent pas bien français, comment le gosse puisse s'entendre? Alors on dit interdiction de faire les devoirs à la maison. Alors que ceux qui peuvent le faire, ben, tant mieux, ils sont en avance. Et puis les autres, on va passer plus de temps avec eux, ceux qui sont en difficulté. Cet argent que l'on dépense dans la santé, il faut absolument le réduire pour mettre l'argent dans des causes plus justes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se soigne, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire que nous devons être moins malades. Moi, je vois beaucoup de mes collègues qui sont malades. Je donne un exemple. Mon frère aîné a eu une coxarthrose bilatérale. Il souffrait beaucoup. Je l'ai envoyé à un collègue qui était chirurgien orthopédiste. Il a vu la radio, il a examiné, puis il m'a dit, écoute, il faut lui changer les deux hanches. Il faut foutu ces deux hanches. Il souffre beaucoup. On lui change sa première hanche. Je vais le voir à la clinique, à l'hôpital, et il me dit, ouais, le chirurgien, vous êtes pénible, parce que quand même ça fait mal, il y a une cicatrice, il y a des drains, il y a des redons, il y a des cires, en plus maintenant kinésithérapie pendant 1 mois, 2 mois. Et en plus, il me dit, dans 6 mois, il faut qu'il fasse l'autre hanche, il a déjà pris le rendez-vous. Je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit, mais je souffre. Et il me dit, mais tu as l'air d'avoir une solution. Je dis, bien sûr que j'ai une solution. Il me dit, c'est quoi ta solution? Ben, je dis, il faut que ta femme écoute la mienne. Il a été opéré il y a 6 ans, il ne s'est pas fait opérer notre hanche. Mais mes collègues orthopédistes, ils me disent, mais ferme-la, tu nous emmerdes. Parce que nous, on se les ferme, non. On fait la hanche, on fait les genoux, maintenant on a les prothèses de coude, on va avoir le poignet. Répète. Remboursé par la sécu. Et quand les gens vont chez le pharmacien, ils n'ont pas l'impression que ça coûte. Ils filent la carte verte. Non mais c'est vrai. Un peu moins. Mais moi je pense que le système n'est pas bon. Le système c'est on doit payer, savoir ce que l'on paye, et ensuite il y aurait le remboursement qui est une prise de conscience. Comme avant, bien sûr. Seulement si vous faites ça, c'est une révolution. Et puis que sur la carte, il y ait peut-être aussi la photo, que ce soit la vraie personne. Monsieur. Bon, donc, on est apiculteur professionnel. Ici, Annie, vous êtes sur le gars Bagnols-sur-Cèze. Moi, je travaille je suis formateur en Rodillan, donc en apiculture. Donc, du miel à 30 €, c'est comme vous voulez, vous avez bien compris, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, pour tout le monde, le miel, d'accord, mais il y a miel et miel. Oui. Le miel à 2,50 € que vous avez dans les grandes surfaces, vous évitez à prix. Il arrive de Turquie, celui-là. Le miel chinois arrive en France à 1,28 € le kilo. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Il faut qu'il y ait écrit chinois dessus. Non, absolument pas. Absolument pas. Le miel chinois arrive en France sous l'appellation Espagne ou Allemagne ou Belgique. Donc, acheter du miel bio avait marqué France ou originaire de France. Et si vous ne départissez pas de ça, vous achetez de la merde. En sachant que toutes nos abeilles sont malades et que même en bio, on est obligé de faire des bithérapies, ça vous parle, et que donc je vous laisse augurer sur ce que font les autres. Maintenant, ce qu'il faut être conscient de bien voir et d'être clair avec quand vous proposez du miel, des produits de la ruche à tout le monde, c'est que les premiers responsables de l'utilisation de glyphosate, donc de Roundup, là en France, sont les particuliers. Ce n'est pas les agriculteurs. Donc, chacun d'entre vous, dans votre jardin, vous laissez des fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'abeilles. Il est bien clair que l'abeille est venue au monde, sur notre terre, le jour où les fleurs sont reproduites par les plantes sont reproduites par les fleurs. Avant, c'était des guêpes. Donc, vous n'avez pas de fleurs chez vous, dans vos pelouses, vous n'aurez pas d'abeilles. Donc, les premiers destructeurs d'abeilles, ce sont certainement chacun d'entre vous devant chez vous dans votre petit carré de pelouse. C'est bien de le préciser. Donc, à partir de là, le glyphosate, vous oubliez, vous laissez des fleurs, et puis nous, on se charge de faire des abeilles, et ni les craintes, les abeilles, il y en aura toujours, le Einstein sera toujours mis de côté. Ça nous fait plus de travail, notre miel est plus cher, je suis d'accord avec vous, mais on a du travail. Mais il n'est pas à 30 €. En bio, on peut négocier, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous, merci beaucoup de cette présentation. Autre question? Madame. Pensez-vous des plantes? Des plantes, quelles plantes? Toutes sortes de plantes qui la phytothérapie. Oui. La phytothérapie. La phytothérapie. Oui, la phytothérapie, ça dépend pourquoi. Par exemple, la sauge vous apportera des phytoestrogènes, la millefeuille de la phytoprogestérone,
D'accord? Donc ça, ce sont des choses que l'on peut prendre en tisane. Une autre chose, vous avez une petite hypertension artérielle parce que vous êtes stressé. Bon, le docteur vous dit, ah, vous avez 14 ou 15 de tension, vous avez fait des petits pics à 17, vite, allez voir le cardiologue. Lequel, lui, va vous donner un traitement pour que vous ayez 12. À 12, vous êtes crevé, vous traînez. Alors que ce qu'il faut faire, c'est prendre des tisanes de feuilles d'olivier. Tisanes de feuilles d'olivier séchées. Donc, vous croyez Mais bien sûr que j'y crois, je le fais. Voilà. Quand j'ai... On parle de l'abeille, mais il y a aussi ça. Oui, oui. C'est vraiment positif. Bien sûr, bien sûr. C'est Quand vous avez une petite brûlure sur le pied en marchant dans la nature, un peu de plantain, et ça disparaît. Et moi, j'ai traité mon chien avec le miel. Oui. Justement. Qu'est-ce qu'il avait, votre chien? Il s'est fait des blessures. Ouais. Qui Vous lui avez mis du bien, ça a cicatrisé. Bien sûr. voilà. Sans aller sur le béton. Voilà. Le prêle qui est très très bon pour cicatriser les entorses ou les fractures, Ouais. les entorses. Oui. Voilà. Pareil. Non, mais il y a un retour vers une phytothérapie qui est davantage scientifique, si vous voulez. Vous voyez, les herboristeries ont disparu pratiquement au XXe siècle. Et à mon avis, elles vont repartir, mais il faut les reconnaître. De la même façon qu'on reconnaît les médecins, mais on doit reconnaître les naturopathes, on doit reconnaître certains chiropracteurs. Il y a des gens de très grande qualité. Moi, j'ai eu un moment des cervicomyalgies, j'étais gêné pour opérer parce que quand on opère, on est un peu toujours dans la même position. Bon, j'avais mal, il y avait deux solutions, prendre des anti-inflammatoires. Hein. Non, je suis allé voir un chiropracteur que ma femme m'a conseillé parce qu'elle l'avait vu. Le gars, il a regardé ma radio, bon, il m'a bien expliqué, je pouvais comprendre ce qu'il me disait. Et ensuite, il m'a manipulé. 3 séances, guéri. Guéri. Je suis allé voir un rhumato, je suis encore sur l'anti-inflammatoire. Ils m'auraient proposé des infiltrations et tout ça. Abusif. Mais des fois, pourquoi on retire aussi l'herboristerie, certaines herboristeries retirent certaines plantes. Oui, alors parce qu'il y a une bagarre avec l'État là-dessus, et vous avez un institut de médecine naturelle qui est en train de relancer tout ça, et qui est très important, qui vient de Belgique. Je connais bien Augustin de Livois, c'est lui qui organise tout ça. Je dois donner une conférence prochainement à Paris là-dessus, sur le stress et le cancer du sein. Vous voyez, j'ai donné une conférence à Paris, dans un amphi, je pensais qu'il y aurait 30 personnes. Il y avait 800 personnes, il y a des gens assis par terre et partout. Incroyable. Et tout ça, des gens orientés vers l'écologie, orientés vers les plantes. Il y a un besoin. Vous voyez. Alors il ne s'agit pas d'être un taliban des plantes en disant je refuse de me faire opérer, je refuse de prendre un traitement qui est nécessaire. Non, mais il y a énormément de vertus thérapeutiques dans ces produits de la nature. Ça c'est sûr. Madame, oui. Le miel, vous dites cicatrisant. Est-ce qu'on peut en passer sur du psoriasis? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez en passer sur le psoriasis. Alors, admettons, le psoriasis, c'est souvent bilatéral. D'accord? Donc, admettons qu'il y en ait sur le coude. Eh ben, le conseil que j'avais donné, j'ai donné ce matin dans un mail à une personne qui avait la peau très sèche. Je lui ai donné des conseils. Vous allez le faire que sur le bras, hein, droit ou gauche, celui qui est le plus abîmé, alors que c'était bilatéral, et sur le membre inférieur. Pendant 15 jours, vous ne faites rien sur l'autre côté. Et vous allez voir ce que ça donne. Ce n'est pas du jour au matin qu'on va voir la différence. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, vous faites vous-même. Vous êtes en train de faire une expérience sur vous-même, qui n'est pas négative. Vous dites, ben, c'est zéro, ça n'a rien fait. Au contraire, c'est efficace. Ensemble. C'est même très souvent intéressant de recréer une synergie sur les produits d'arruche, de faire un mélanger miel, propolis ou pollen en même temps. On recrée les synergies qu'il y a dans l'écosystème ruche et on a des résultats qui sont certainement beaucoup plus à quantifier, certes, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Beaucoup plus efficaces. Vous êtes enseignant dans une structure pour former des agriculteurs, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et vous avez combien de. Vous estimez combien d'agriculteurs dans le Gard? En professionnel? Oui. J'en ai aucune idée. Mais le lampe d'affaires, non. Il y a un monsieur derrière qui est là, ça va. Pour le Gard et le syndicat d'apiculture, il y a 2 syndicats d'apiculture dans le Gard. Voilà. Il y a 2 syndicats. Et il y a, en tout cas pour celui dont je fais partie, il y a 370 apiculteurs, donc 98%, je vais dire, d'apiculture de loisirs, oui. Et à peu près 6000 ruches sur le Gard.
Et sur la communauté d'agglo de Nîmes, on doit être autour de 300 ruches, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ruches en Nîmes. Oui. Moi j'habite certes Castanet, il y a des ruches dans mon jardin. Et comme vous l'avez dit, si on ne les chatouille pas, ça se passe très bien avec les voisins. Et c'est aussi un moyen de lier connaissance avec les voisins quand on leur fait découvrir une ruche et qu'on leur offre un produit. Actuellement, il y avait un rucher-école sur Nîmes. Il y en a actuellement 3 sur le Gard, un 3e qui va s'ouvrir parce que de plus en plus de gens ont envie d'avoir 1 ou 2 ruches au fond de leur jardin et se mettent vers un retour vers la nature. Alors ça fait pas de concurrence à nos collègues acteurs professionnels, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais il y a un grand plaisir effectivement à partager, à vivre ensemble des passions. On se fait piquer naturellement et bon, ben, on se fait soigner aussi naturellement parce qu'on ne peut pas faire d'apiculture quand même sans être à l'abri de quelques piqûres de temps en temps, mais ça fait partie du jeu. Et moi je suis ravi qu'il y ait de plus en plus de gens. On a actuellement 50 candidats pour les cours qui vont commencer au mois de février. Ah oui. Et dans le département Oui, c'est ça. Alors, si vous me permettez, allez-y, moi ce qui me... Donc, pour en revenir au volume de ruches, il faut savoir que le département du Gard, globalement, recueille 80% du cheptel national pendant l'hiver. En hivernage, il y a 80% du cheptel national. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas des quelques milliers de ruches, des centaines de milliers de ruches que vous avez à la région. Et que dans la mesure où on a une ruche, on est tous des apiculteurs, nous on a une profession, c'est producteur de miel, et il n'y a pas d'antagonisme entre apiculteurs. Le seul sujet sur lequel moi je suis réticent, c'est que en fait, quelqu'un qui achète une ruche achète un écosystème, il n'achète pas un animal. Il faut savoir que dans la ruche, les abeilles se ressemblent toutes, mais ne sont jamais les mêmes. Donc on achète un écosystème. Donc, quand on a une ruche dans son jardin, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est banal. Il faut savoir manipuler cet animal-là, cet écosystème, et il faut surtout savoir le guérir. Parce que, entre autres, mais il y a plein de bactérioses, il y a des viroses, il y a plein de bactéries. Il y a des pathologies. Il y a des pathologies qu'il faut savoir, en tous les cas, reconnaître et traiter de manière adéquate. Alors, comme certains, on peut carrément mettre des antibiotiques, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Maintenant, les antibiotiques étant liposolubles, vous allez en avoir dans les cires, vous allez en avoir dans le miel, vous allez en avoir partout. Donc, il faut savoir ce qu'on fait avec cet animal-là. Et moi, je recommande à tous les apiculteurs, quels qu'ils soient, puisqu'il n'y a pas d'amateur professionnel, à la mesure où on a une ruche, on est apiculteur, à se tourner vers les professionnels de la santé de l'abeille pour venir se former. Et vous avez des ASA un peu partout. Et faites en sorte d'être chez les ASA, agents sanitaires apicoles, pardon, dont je fais partie, mais de manière à ce que ce soit bien clair qu'on ne laisse pas des pathologies se développer dans la nature, parce que sous couvert de faire du bien et de se faire du bien avec une ruche à la maison, on fait des conneries. Oui, je comprends. Donc à partir de là, il faut bien avoir conscience qu'une ruche qui n'est pas traitée va impacter toutes les ruches des alentours. Donc c'est dangereux, c'est un animal dangereux pour les autres. Donc à ce niveau-là, moi, c'est là où j'ai mis les signaux gyrophares. D'où formation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les abeilles hygiénistes qui sont capables d'éviter le varroa, donc ce problème des ruches qui est quand même un problème important pour les apiculteurs? Oui. C'est un épiphénomène. Oui. Est-ce qu'il y a des reines qui développent une résistance. Une résistance génétique, oui. Mais honnêtement, il y a Kefus à Toulouse qui fait ça, qui communique très bien là-dessus. Ouais. D'après moi, peut-être pour des apiculteurs c'est bien, pour des producteurs de miel c'est moins bien, parce que c'est au détriment d'eux. On mène des essais cliniques actuellement. On fait des essais, d'accord. On fait des essais cliniques sur des molécules, puisque la molécule référente actuellement c'est la mitrase. Oui. La mitrase donne des signes patents de patinage, ça devient de moins en moins efficace, il y a une résistance de plus en plus importante de la part de varroa. Et donc à partir de là, si on ne développe pas de la recherche à ce niveau-là, au niveau des molécules ici, même en bio, on est limité à des choses qui sont ridicules en bio, et on perd du cheptel systématiquement. Moi,
entre 30 et 40% du cheptel que l'on perd chaque année, c'est normal maintenant. Il n'y a aucun éleveur de vaches qui va supporter 40% de perte sur son cheptel. Alors que nous, on est obligé de supporter parce qu'on n'a pas de... Et le frelon asiatique, il est arrivé dans le cas? Ah oui, vous l'avez déjà? Ah oui. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas dans les Landes et du côté Oui, mais bon... 47 nids détruits dans le Gard actuellement. 47 nids détruits par les sapeurs-pompiers. Et à savoir aussi qu'avant, il nichait très haut, maintenant, il peut nicher au sol. Au sol. Il Ah, va chercher oui, des dessus pour construire sa ruche, quoi. Soyez prudents quand vous taillez une haie, parce qu'on en a retrouvé dans des haies à hauteur d'homme. Et donc il y a eu un décès il y a 15 jours en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frelon asiatique a une technique de développement de nid qui est ternaire. C'est-à-dire que le nid primaire se fait dans un tas de tuiles, peu importe, à niveau... Une ruine, quoi. Peu importe, mais vraiment à hauteur d'homme, par contre. Le nid secondaire, donc un nid qui va être fait transféré, va être un tout petit peu plus haut, et c'est le nid terminal qui va être, lui, qui est dans les arbres très hauts. Sur les arbres. Ouais, voilà. Puisque moi je suis perchiste à 18 mètres, je veux dire, ça commence à faire haut. Mais le problème majeur, c'est Barbara. Vous avez écrit des choses vous-même? Écrit, je crie sur mes élèves, oui. Non, mais il faut écrire tout ça, c'est très important. Hein. Il faut... Allez-y, madame. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on a une bouche, on doit la déclarer. Donc on est mis en relation avec des gens compétents qui vous viennent dire, qui vous l'avez déclaré. Mais il y en a qui ne déclarent pas. Hein. Est-ce qu'ils ont l'impression que s'ils la déclarent, ça va leur imposer quelque chose, ils vont... L'impôt. Vous la déclarez, et alors vous avez, on n'est pas des flics, on est non, on des est en agents contact sanitaires. avec des gens compétents qui viennent Oui, nous mais présenter, vous décidez de de prendre contact. Attendez, c'est vous. Ah oui, je prends contact, justement. Oui. Prenez contact avec un NASA, il viendra chez vous, et puis tout à fait, il n'y a pas de problème. Personne ne va venir vous obliger à prendre contact. Ah non, Certainement pas. Vous dépendez de la Chambre d'agriculture, du Conseil général, de qui dépendez-vous? Chambre d'agriculture. Oui, c'est ça. Autre question. Là, vous avez fasciné tout le monde. Hein. Ils ont pris du miel déjà, ils s'endorment. Non, ce sont des sujets qui sont très passionnants. Et moi, je vois, il y a énormément de demandes de conférences. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Quoi. Là, j'ai répondu à Mireille Lachaud parce que c'était à côté. Mais bon, oui, allez-y, monsieur. Vous me donnerez votre adresse, j'en ai besoin. Je reviens sur Percy Dussert, qui est quelqu'un que je connais très bien, qui travaille effectivement remarquablement bien. Sa propolis est une propolis de peuplier, oui. A priori, qui a le taux de polyphénol le plus élevé. Par contre, quand vous achetez de la propolis sur un marché, demandez si c'est de la propolis de grattage ou de grille. Ça, c'est fondamental. Je veux dire, alors la bonne, c'est laquelle? Il y a deux manières de fabriquer de la propolis. Donc, c'est de gratter les cadres. Donc, quand on fait l'extraction, on gratte les cadres. Donc, forcément, on gratte et on gratte la peinture, le bois, tout ce qui va avec. Donc, vous avez ça. Ou la propolis de grille. Donc, la propolis de grille, c'est-à-dire que sur le haut des cadres, on met une grille à violer. Comme les abeilles ont horreur des trous, ils vont boucher ces trous, donc on récupère la propolis, mais sans le bois, sans la peinture, sans le reste. Donc, voilà. Donc vous dites grattage ou grille? Voilà, grille. Vous oubliez le grattage. Oui, non, on demande votre avis. Et vous demandez. Non, vous voyez, c'est très important ça. Ouais, parce que, bon, voilà. D'accord. Parce que quand on la met en solution, en solution alcoolique, j'ai une. Moi, je la mets en solution alcoolique dans du whisky ou dans du rhum. C'est nettement meilleur. Ah, dans le whisky. Ah oui, c'est bien meilleur que l'alcool de pharmacie, je suis désolé. Dans le rhum, dans le rhum. En plus, on en a plus de l'alcool de pharmacie. Oui, c'est vrai. Ah, mais du rhum, il y a inflammable. Percier du cercle, vous la met dans du cognac. Oui, du cognac bio, mais bon, il est snob un peu, Percy. Ouais, bon. Mais ceci dit, c'est vrai que la propolis de grille, il faut pas passer à autre chose. Oui, d'accord, c'est clair. Après, ou à part, il faut vraiment être équipé à la distillation, derrière, il n'y a personne qui fait la distillation. Donc vous êtes un des boss des traiteurs, des chirurgiens et
thérapeute des abeilles, quoi. Je bosse à personne. Non, c'est bien. Juste, C'est ça. je bosse pour les abeilles. Vous bossez pour les abeilles. Une question de néophyte peut-être. Mais le miel, moi je préfère le miel liquide, mais on me dit que c'est quelquefois du miel chauffé, que c'est pas très bon. Ah oui, parce que dans le miel, il y a des sucres naturels, donc il ne faut pas qu'ils soient transformés en les chauffant. Hein, je dis tout à l'heure que la cuisson transformait les glucides en sucre à indice glucidique élevé. Mais pour ce qui est du miel, il y a aussi des ferments. Et donc on détruit les ferments, ils sont plus actifs. Ce qui fait que ce sucre n'est plus fermentescible et donc il est beaucoup plus hyperglycémiant. Vous voyez par exemple la mairie de Lille. Moi j'ai été invité à une conférence, je ne sais pas si vous étiez venu à Lille. Eh bien à la mairie de Lille, vous avez une personne qui travaille pour la mairie, hein, c'est-à-dire un fonctionnaire de la mairie, spécialisé dans le problème des abeilles. Et qui a mis des ruches sur plusieurs établissements de la ville. Un écolo d'ailleurs, c'est un type qui est dans l'écologie. Et bon, je trouve que ce sont de bonnes idées, ces choses comme ça à développer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais vous demander, le frelon, comment il se présente? Comment le frelon qui est difficile là? Le frelon asiatique? Oui. Ben, le frelon asiatique est plus petit que le crapaud. Le crapaud, c'est le frelon que vous avez l'habitude de voir, qui est sur le gros jaune. Bon. L'asiatique, il est tout mort, il a le dernier jaune. Il a le dernier, le cul orange fluo. Donc, ouais, c'est ça. Fluo, presque de nuit, on le voit. Ah ouais. Et pour l'attraper, il faut prendre une bouteille, vous la coupez en deux en plastique, vous mettez de la bière et il vient picoler. C'est comme ça que vous faites? Non, parce que tout dépend de l'époque en fait. Il faut que ça attrape des abeilles. Ouais, il faut faire gaffe à ça. Et puis en fonction de l'année, enfin de la période de l'année, je veux dire, et des besoins en protéines ou en sucre, il faut mettre un appât qui est différent. Ça peut être de la croquette pour chat, quand il y a besoin de protéines, comme de la bière avec du sirop de vanille, éventuellement à la fin. Mais en fonction de la période de l'année, il ne faut pas piéger avec les mêmes choses et surtout faire attention de laisser des pièges qui aient des trous suffisamment gros pour que les abeilles et les autres hyménoptères puissent se barrer. D'accord. Sinon, si c'est pour tout le monde, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions concernant Famille de France? Si vous en avez, c'est le moment. Tout va bien. Oui, alors, je termine simplement en vous disant qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse demande de conférences sur les sujets qui concernent le problème du mariage et de l'adoption. Alors nous avons pris une position, et nous allons peut-être modifier cette position au niveau du Conseil d'administration nationale. La position que nous avons prise, elle est très simple. On a regardé de très près tous les sondages, et les sondages en France ont montré que les Français sont favorables au mariage des couples de même sexe, jusqu'à 68%, c'est tombé à 61% actuellement, après les discussions, les radios, les télés, etc. Bon. Par contre, les Français ne sont pas d'accord pour l'adoption. Les sondages montrent que l'adoption, c'est 49-51, et même c'est en train de descendre à 47-46. Le sondage qui se fait en permanence. Ça montre qu'il y a une certaine sagesse, au sens que, bon, après tout, le mariage, que les religions et que l'État se débrouillent entre eux. Seulement, normalement, le mariage en France donne la possibilité d'adopter, sauf s'il y a référendum. Or, le référendum est parfaitement possible. Nous avons consulté un constitutionnaliste donc spécialisé dans le domaine, qui dit que le souverain, c'est le peuple. Sur des sujets aussi graves de société, c'est le peuple qui est souverain. Donc nous demandons un référendum à 3 questions. Première question, êtes-vous pour ou contre le mariage des couples de même sexe? Deuxième question, êtes-vous pour ou contre l'adoption d'enfants de même sexe? Troisième question, êtes-vous pour ou contre la procréation médicalement assistée? Et on peut très bien avoir des réponses fort différentes sur ces 3 questions. Alors nous savons bien que le président de la République, pour l'instant, se braque. Vous avez vu qu'hier, il a dit oui, mais les maires, ils auront la clause de conscience. Et aujourd'hui, les gays, lesbiennes et compagnie, ils sont allés le voir, ils ont un rendez-vous tout de suite. Et ils ont dit mais non, je n'ai pas dit ça. Alors moi, j'ai demandé ce soir un rendez-vous. J'ai dit vous avez reçu les gays, lesbiennes, je vais vous voir demain, n'importe quelle heure. Jour ou nuit, à minuit, je serai dans votre bureau. Donc, je suis sûr qu'il ne va pas me recevoir. Parce que nous ne sommes pas un lobby suffisamment pointu au niveau de l'oseille. Au niveau de l'oseille, parce qu'il faut que vous sachiez que les groupes Act Up, Aide et compagnie sont extrêmement financés. Extrêmement financés. C'est des sommes colossales. Donc,
Moi, ce que je veux, c'est demander le rendez-vous pour obtenir que je n'aurai pas le rendez-vous. Parce que je rendrai public que je n'ai pas obtenu le rendez-vous alors que l'autre a eu. Là, il y a une vraie discrimination. Donc, ce qui veut dire que la question que nous allons nous poser, et Mireille Lachaud sera présente à notre prochain conseil d'administration qui a lieu dimanche, donc quasiment en urgence, après un séminaire de discussion, de réflexion, nous serons 30 à travailler ensemble. La question, ça va être, est-ce qu'on va manifester ou est-ce qu'on ne va pas manifester le 13 janvier? Pour l'instant, nous ne sommes pas allés manifester, on a laissé la liberté à ceux qui ont voulu y aller. Mais nous allons réfléchir, voter à bulletin secret pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. Il n'est pas question qu'on aille se mélanger avec du politique, hein, parce qu'on peut être récupéré, ou avec du religieux, parce qu'aussi on peut se faire récupérer. Donc nous ne voulons aucune récupération possible. Mais je veux dire, la décision n'est pas prise, nous persistons sur la demande du référendum. Et j'ai fait passer je suis passé sur Europe 1, sur LCI, sur C'est dans l'air et sur donc, radio et télé, et nous disons que la solution, il n'y en a pas 50, le président de la République étant en chute dans les sondages, il a besoin de remonter. Et pour remonter, il dit, je fais confiance au peuple, après tout, c'est vous qui décidez, donc je vous pose 3 questions, et puis après, hein, on verra bien. Bon, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, madame. Oui, pourquoi il n'y a pas la 4e question? Est-ce qu'une personne célibataire peut adopter? Elle peut déjà. Oui, elle peut déjà. Elle peut déjà. Ce qui veut dire que si vous êtes homosexuel, un des deux peut adopter et il devient le parent. Alors, vous avez tout à fait raison et nous avons donné une option là-dessus. Nous avons dit une personne qui veut adopter seule, comme vous ne pouvez pas reculer sur le problème des lois, il faut lui imposer un référent de sexe opposé. Exemple, je suis, en général c'est des femmes, hein. Je suis une femme de 35 ans, je veux avoir un enfant, j'adopte un enfant en Chine ou ailleurs, ou en France. Bien. Eh bien, on devrait dire, parce que l'adoption monoparentale, elle vient de la guerre. C'est-à-dire, après la guerre de 14, dans les années 20, il y avait des gosses, papa, maman étaient morts à la guerre, et c'était la voisine qui adoptait l'enfant. Bon. Et il fallait voir comment, sur le plan légal, la filiation, que ci, que ça. Donc ils ont créé, soit en 1966, l'adoption monoparentale, mais l'adoption monoparentale, c'est les résultats des guerres de 14 et de 40. Nous ne sommes plus dans cet état-là. Nous ne sommes plus. Donc, ce qu'il faut, c'est obliger, je vous donne la parole, obliger au référent de sexe opposé, parce qu'un gosse, pour se construire, il a besoin d'un papa et d'une maman. Mon souci, c'est que si le référent décède, l'enfant va partir. Mais on peut perdre son papa aussi. On peut perdre son papa ou son maman. On n'a plus aucun droit sur cet enfant. Il peut se retrouver, l'autre. Ah non, non, mais à ce moment-là, l'autre, le référent, parce qu'il a passé X années avec l'enfant, devient le référent parental. Vous comprenez? D'accord. Mais ça n'oblige pas la femme à vivre avec le référent. Si elle veut, elle se marie ou elle se pacte. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui a élevé ou celle qui a élevé aussi l'enfant pendant 10 ans, 15 ans, n'a plus aucun droit sur cet enfant. Tenez, je vais vous faire choisir 2 phrases. Parce que nous allons les mettre certainement dans la carte de vœux. Nous sommes en train d'hésiter entre 2 phrases. Voici la première. L'enfant n'est pas un droit de l'homme. L'enfant n'est pas un droit de l'homme. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. L'enfance de l'enfant est indissociable de ses parents. Vous choisissez? La deuxième. J'ai testé toute la journée, même dans l'avion, j'ai testé, les hôtesses, j'étais pour le deuxième. Oui, donc l'enfance de l'enfant est indissociable de ses parents. Hein? Je trouve que c'est une très belle phrase. Et puis, il y a une autre phrase que j'ai trouvé qui est pas mal dans un livre que je lis, que je vous recommande, écrit par le docteur Lévy-Soussan, qui s'appelle « Destin au pluriel de l'adoption », c'est-à-dire les devenirs de l'adoption. Ce bouquin est lumineux, et alors il raconte deux enfants, deux papas qui auraient un gosse, et il y en a un qui est à l'école, il dit « Moi, mon père, il est bio ». Parce que c'est son père biologique, c'est avec le sperme à son père. C'est-à-dire, moi, mon père, il est bio, et l'autre, toi, ton père, il n'est pas bio. Je trouvais que la blague était pas mal. Bon, allez, on va se reposer. Merci à tous et merci à Mireille Lachaud et à toute son équipe pour tout cela. Il est efficace, on va les faire. Dans le hall. On remercie bien sûr. On remercie Henri Joyeux qui va nous donner son adresse mail. Alors, l'adresse mail est très simple. Mon prénom et mon nom tout collé. Henri sans Y. Henri H-N-R-I. Joyeux à coller. Là, il y a un Y. Hein. Henri Joyeux. @
me.com. M comme maman. Et E comme Eric, c'est le mi-anglais. me.com. Si je n'ai pas répondu dans les 4 à 5 jours, votre ordinateur est pété. Pour ceux qui veulent se procurer le livre d'Henri Joyeux, vous le trouvez à la sortie dans le hall. Merci d'être venu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à Henri Joyeux. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Famille de France. On va organiser une journée sur l'alimentation et l'alimentation à partir de recettes autour du miel.